On peut peut-être commencer. Bon, du coup, bonjour à tous. Du coup, donc, bienvenue sur cette keynote, sur la partie la mise en place d'une plateforme pour les objets connectés. Donc là, on va se présenter tous les deux, et puis par la suite, on fera une présentation en deux parties, où je commencerai effectivement à présenter de manière un peu générique la plateforme AWS IoT, ce qu'on peut faire avec, etc. Et après, je passerai la main à mon collègue David, qui vous mettra en exemple comment on peut faire pour déployer ça chez un client, avec un cas concret qui est développé aujourd'hui. Donc moi, pour me présenter, je m'appelle Anthony, je suis sales spécialiste chez AWS sur la partie vraiment IoT. Donc mon métier, c'est d'accompagner les clients et de les aider dès qu'ils ont un projet autour de l'IoT, que ce soit industriel, mais aussi smart home, etc. Donc on va les aider à choisir les meilleurs services, faire les architectures, etc. pour mettre en place la solution IoT. Donc David. Bonjour à tous, pour ma part, donc David, je travaille chez Smile et je suis responsable technique à Nantes pour la partie embarquée et système connecté. Enchanté. Du coup, donc, je vais commencer avec la première partie de la présentation. Je ne sais pas si on voit mes slides. Non, je ne crois pas. Si. Du coup, donc déjà, la question qu'on nous pose tout le temps, c'est AWS sur l'IoT, pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites sur l'IoT et quand vous êtes arrivé ? Donc j'aime bien présenter cette slide-là parce qu'en fait, ça explique un peu la genèse de tous les services IoT. Il y a des gens qui font de l'IoT chez AWS depuis bien avant nos services managés et dédiés pour. Ils ne nous ont pas attendus pour le faire. Mais effectivement, ils commençaient à avoir certains problèmes, alors surtout au niveau de la scalabilité. Et donc, on a commencé à avoir des clients qui sont venus nous voir aux alentours de 2015, un peu avant, sur comment on pouvait les aider à gérer en fait, ces scalabilités et toutes ces problématiques d'infrastructure, etc., autour des centaines de milliers, voire des millions de devices qui géraient déjà en cloud, déjà à l'époque. Donc, ce pourquoi je montre ça aussi, c'est pour dire que dans l'ADN de la plateforme IoT chez AWS, la scalabilité, elle a été développée pour. Puisqu'en fait, on a répondu à un besoin client qui était, il faut que vous m'aidiez à gérer mes millions de devices, j'arrive plus à le faire. Donc on a développé ces services avec, dans la tête, cette scalabilité, la sécurité, etc. Donc je ne vais pas vous faire toute la roadmap et tous les services qu'on a déployés par la suite, mais ils sont tous venus un peu de la même manière, dans le sens où chez AWS, 90% des services viennent de demandes directes de clients. Et donc voilà, l'IoT ne déroge pas à la règle. Tous les services qu'on suivi sur la partie device management, sécurité, etc. L'ont été développés avec des clients différents à chaque fois, mais toujours dans un objectif de répondre à une problématique très particulière. Donc, pareil, pour remettre un peu dans le contexte, pour vous expliquer AWS dans l'IoT, il y a un chiffre qu'on aime bien présenter pour donner un peu une ordre d'idée sur ce qu'on fait. Sur la slide, vous voyez qu'on a aujourd'hui plus de 500 millions de devices qui sont connectés à la plateforme AWS IoT. Donc ça, c'est juste les devices qui utilisent nos services managés. Je ne parle même pas des services qui utilisent leur propre plateforme, etc. Ça, c'est encore autre chose. Là, on est à 500 millions de devices qui utilisent les services dont on va parler tout de suite. Donc c'est quelque chose, en quelques années, en 5 ans, on a réussi à scaler avec des gros clients qui ont embarqué beaucoup de devices sur la plateforme. Donc, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est vraiment une toute petite partie des clients qu'on a qui utilisent les services AWS IoT, parce qu'on n'a pas le droit de tous les citer, mais encore, ils ne sont pas tous là. Mais comme vous le voyez sur la slide, on va avoir une typologie de clients qui est extrêmement variée. On peut avoir effectivement, comme je l'expliquais tout de suite, des gens comme iRobot, donc vraiment des objets qu'on va plutôt appeler Smart Home, Smart Product, etc. Vous pouvez voir un petit logo qui s'appelle Alexa. Donc si vous avez un Echo chez vous ou des choses comme ça, il y a des chances pour que vous utilisiez déjà en fait les services AWS IoT sans le savoir. On va avoir des gens comme, si vous utilisez aussi beaucoup de Smart Home, Belkin, qui est une marque qui fait beaucoup par exemple de prises connectées, etc. Tout ça va tourner sur AWS IoT. Même leur partie embarquée utilise notre OS qui s'appelle FreeRTOS, dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, on va avoir des objets très consumer. Et en fait, sur la slide, vous voyez d'autres logos, type Volkswagen, type Lockheed Martin, etc., qui sont des industriels. Et eux vont utiliser nos services IoT pour ingérer de la donnée de machine-outil, pour faire de la maintenance prédictive, etc. sur ces machines. Donc on va avoir des cas d'usage
aussi bien smart home que industriel, puisqu'au final, en fait, ces acteurs ont un peu les mêmes besoins, qui vont être de remonter de l'information et d'ingérer cette information at scale pour un nombre de devices très important, et après, faire des services d'analytics, de machine learning, pour pouvoir tirer parti de ces données-là. Donc ça, c'est une slide qui est assez dense, donc je ne vais pas tous vous les citer. Ça, c'est les services dédiés à l'IoT chez AWS. Donc, comme l'IoT, on touche un petit peu toute la partie de la chaîne de valeur. On a dû diviser cette famille en 4 sous-familles, puisqu'effectivement, on va avoir aussi bien des services dédiés à l'embarqué, qu'on a en bas là en rouge, qui s'appelle Device Software. Donc là, les gens ne savent pas d'ailleurs, mais si vous utilisez FreeRTOS par exemple, FreeRTOS est un produit Amazon. Donc il est gratuit, il est open source, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser sans utiliser AWS. Mais vu que c'est un produit Amazon, on va fournir effectivement les librairies pour se connecter plus facilement à la plateforme IoT, etc. Donc ça, FreeRTOS, c'est un produit qu'on distribue à beaucoup de nos clients. On va avoir Greengrass. Alors Greengrass, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un service qui est plutôt dans la partie Edge. Donc en fait, c'est une des briques Edge chez AWS. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser par exemple pour faire de l'inférence, du machine learning at the edge. C'est Greengrass, qui est la stack logicielle qui va être installée sur les gateways, sur les machines, etc. pour le faire. Donc voilà, donc une fois qu'on a parlé de l'embarqué, on peut parler de la famille qui est en bleu sur la slide, qui est la partie connectivité et contrôle. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'offre AWS. C'est là où on va venir ingérer tous ces messages, connecter tous ces devices, etc. de manière sécurisée at scale. IoT Core, c'est un service managé, donc vous n'avez pas besoin de gérer l'infrastructure. Que vous ayez un device, 1 million, pour vous, en fait, c'est la même chose. Vous n'avez plus à gérer de serveurs, etc. C'est un service managé, c'est la définition. Donc voilà, c'est là où la plupart de nos clients utilisent ce service-là. Et après, on va avoir des services comme Device Defender ou Device Management. Les noms sont assez parlants. Device Defender, qui va être un outil de sécurité qui va analyser les métadonnées de tous les devices connectés à la plateforme et qui va, si par exemple votre device a un comportement bizarre, il se connecte trop, il envoie trop de messages, ses certificats sont plus bons, etc., qui va automatiquement prendre des actions, enlever les certificats, le mettre en quarantaine. Donc voilà, on a des services de sécurité vraiment assez poussés là-dessus. Et après, une fois qu'on a parlé de ces services-là, on a aussi les services d'analytics, parce que l'IoT, ça reste un moyen d'ingérer de la donnée. Donc il faut bien la valoriser, il faut la nettoyer, il faut l'enrichir. Donc c'est là où tous nos services d'analytics viennent jouer, comme IoT Events, etc. Et enfin, les services de machine learning, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi chez nos clients, c'est qu'ils commencent par ingérer cette donnée, la traiter, et l'idée, c'est de faire du machine learning par-dessus pour pouvoir faire typiquement de la maintenance prédictive ou des choses comme ça. Donc on a pour un exemple, un Lookout for Equipment. Lui, son utilité, c'est qu'on vient ingérer de la donnée historique d'une machine-outil, n'importe laquelle. On vient ingérer ces données de maintenance, quand est-ce qu'elle est tombée en panne, quand est-ce qu'elle a été maintenue, etc. Et en fait, ce service-là va vous générer de manière automatique un modèle de machine learning pour la maintenance prédictive. Vous n'avez même plus besoin de savoir, d'avoir une équipe de data scientists qui font des modèles, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition de n'importe quelle entreprise qui n'a pas forcément les moyens de développer soi-même ses algos, un système pour faire de la maintenance prédictive tout seul. Donc voilà, on va avoir plein de services différents. C'est à vous de choisir quelque part quel service vous voulez utiliser, ceux que vous ne voulez pas, etc. C'est des briques. Donc c'est vraiment au client de faire son choix. Donc un service sur lequel je voulais revenir, parce que c'est ce que j'expliquais tout de suite, IoT Core, c'est vraiment le cœur de l'offre AWS sur l'IoT. C'est là où on va venir de manière sécurisée connecter tous ces devices, récupérer ses certificats, etc. Donc c'est vraiment le cœur de l'offre. C'est aussi lui qui va gérer le rôle d'orchestrateur. C'est-à-dire qu'en fait, à l'ingestion de ces messages, c'est bien beau, vous avez ingéré vos messages de 100 000, 1 million de devices, etc. C'est très bien. Maintenant, il faut pouvoir les envoyer vers le bon service. Une database, un service d'analytics, etc. Donc c'est lui qui va gérer le rôle d'orchestrateur. Et en fonction de vos messages, en fonction de la famille du groupe de messages, etc., lui va s'occuper de renvoyer tous ces messages vers le bon service pour être analysés, pour être affichés, etc. Donc c'est vraiment IoT Core qui s'occupe de la sécurité, l'ingestion des messages et leur routage vers tous les services dont on parlera tout à l'heure avec le client dont on va citer. Voilà, donc on a aussi dans ce service-là quelque chose qu'on appelle nous les shadows, alors c'est très AWS. C'est un service qui vous permet de communiquer avec un device qui n'est pas online à un instant T. Donc vous voulez par exemple lui donner un état, vous voulez lui demander de faire quelque chose, il est
malheureusement pas connecté parce qu'il n'a pas Internet pour X raisons, on va avoir un outil qui s'appelle le Shadow, et donc il va, lui, prendre votre décision et votre commande API. On dit, OK, vous voulez qu'il soit bleu, très bien, il n'est pas online tout de suite, mais la prochaine fois qu'il va se connecter, ce service-là va envoyer au device en disant, bah voilà, votre client veut que vous preniez cette couleur, etc. Donc c'est un système, c'est un twin un peu sur Internet de votre objet. Et effectivement, la dernière chose importante à savoir à IoT Core, c'est que, comme tous les services AWS un petit peu, c'est-à-dire qu'il est nativement connecté à tout le reste. C'est-à-dire que tous ces messages-là, tous ces devices, si vous voulez par exemple stocker tous ces messages sur du S3, qui est notre fonction pour le stockage, aucun problème, c'est nativement connecté. Vous avez une règle automatique qui permet de copier tous ces messages vers un stockage S3. Vous voulez envoyer ça vers un Analytics, encore une fois c'est pareil, tout est connecté de manière native. Donc voilà, c'était vraiment un petit point rapide sur les services AWS dans l'IoT. Et donc je voulais après un petit peu montrer quelques exemples pour que ce soit un peu plus parlant, parce qu'on a beaucoup de services, on a beaucoup de choses, mais c'est un peu compliqué de se rendre compte. Donc là, un des premiers exemples qu'on montre, c'est iRobot. Donc si vous avez un Roomba chez vous qui nettoie votre moquette, sachez que ça tourne sur les plateformes AWS IoT. Et donc en fait, eux, l'historique, c'est qu'ils avaient énormément de devices, je l'expliquais tout à l'heure, ils avaient du mal à gérer la scalabilité. Ça devenait très complexe à gérer, ça devenait plus cher même à maintenir qu'à développer, donc c'était très complexe. Et donc on a travaillé avec eux pour justement gérer toute cette ingestion de messages at scale avec des services managés pour qu'ils puissent justement développer d'autres applications plus en lien avec leur métier. Donc là, effectivement, améliorer les algorithmes de reconnaissance de sol, d'obstacles, etc. et laisser la tuyauterie quelque part à quelqu'un dont c'est le métier, le nôtre. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, il y a un chiffre qui est important sur la slide. Il faut savoir que iRobot, c'est des millions de devices connectés déployés dans le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils gèrent ça avec une équipe de 10 personnes pour la partie back. Pour la partie, donc en fait, ça peut paraître beaucoup, mais quand on connaît les équipes en général dans ces équipes-là, c'est ridicule en fait. C'est très très peu. Et pour Noël, pour info, les robots, ils vendent beaucoup d'objets et les gens l'ouvrent tous plus ou moins au même moment à Noël. Donc ça fait qu'il y a des centaines de milliers de devices qui se connectent dans le même jour. Quand on fait un peu de l'IoT, quand on voit ce genre de scalabilité, on sait les problèmes que ça peut poser. Eux, ils ont une personne d'astreinte ce jour-là pour Noël et ça se passe très bien. Donc ils ont vraiment, on va dire, ils ne se posent plus la question de la scalabilité. Aujourd'hui, ça marche et ils ne se posent plus la question. Un deuxième cas qui est assez intéressant, et ça je l'ai connu très bien, c'est un client à moi, c'est des gens qui font ils s'appellent Easy, ils sont en Norvège, et c'est des gens qui font des chargeurs pour les voitures connectées, pour les voitures électriques, pardon. Eux, leur problème, c'est que ils ont eu un gros souci, c'est que leur solution a trop bien marché. Et leur chargeur, en fait, est extrêmement bien, et ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Et donc, ils ont commencé à déployer leur device en Norvège et dans d'autres pays. Ils ont un succès tel qu'ils sont arrivés à plusieurs dizaines, centaines de milliers de devices très rapidement. Et l'architecture qu'ils avaient derrière n'était pas scalable. Ce qui a fait que novembre de l'année dernière, pendant une semaine, tout le système était down et les gens ne pouvaient même plus charger leur voiture. Ce qui est quand même un peu compliqué en termes d'impact. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus nous voir et ils nous ont dit ok, on a un problème, on va tout refaire sur AWS IoT parce que la scalabilité, on sait qu'on va exploser, on sait qu'on vise des millions de devices à très court terme et on ne peut plus avoir à se poser la question est-ce que demain ça tombe, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout redéployé. Ils ont vraiment travaillé un peu comme des fous. Ils ont redéveloppé totalement leur plateforme en utilisant les services Amazon en moins de 3 mois. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, toute la plateforme a été redéveloppée en moins de 3 mois. Et une fois que ça a été fait, la partie migration de leur plateforme historique à AWS IoT a pris moins de 6 semaines. On parle de centaines de milliers de devices. Donc tout le projet a duré moins de 6 mois entre mon premier contact que j'ai eu avec eux et le déploiement de tous ces devices-là sur la plateforme AWS IoT. Donc c'était juste pour vous montrer aussi qu'on sait que les projets IoT sont très longs, très compliqués, mais effectivement, on peut mettre les moyens pour aller rapidement et faire une migration rapidement, puisque eux de toute façon n'avaient pas le choix, ça tombait en permanence, donc ils n'avaient plus le choix. Voilà. Et pour info, ce cas client, c'est pas le seul. On récupère beaucoup de clients à ce moment-là. Quand ils arrivent malheureusement, ça a marché, leur produit, leur solution. Ils avaient fait une plateforme IoT au début en pensant que ils allaient peut-être en vendre 1000, 2000, qui ne tient pas la route. Et du coup, effectivement, en général, quand ils arrivent à ces ordres d'idées, ils viennent nous voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça tourne mieux et surtout pour éviter que les clients aient des downtime, etc. Et donc c'est là où effectivement ils viennent sur des sujets comme AWS IoT. Voilà. On a aussi des clients qui planifient déjà d'en faire d'un million, donc ils viennent nous voir au départ. Mais c'est vrai qu'on récupère beaucoup de clients, d'autres fournisseurs, quand ils arrivent à ces chiffres de scalabilité-là.
Donc alors ça, c'est totalement différent, mais c'est un cas d'usage, je suis sûr, qui va parler à peu près tout le monde. Pentair, donc c'est une société qui fait des systèmes de filtrage pour des industriels. Donc Pentair, ils travaillent beaucoup avec des brasseurs. Donc c'est des gens, on pouvait les remercier, si les gens qui achètent des bières en permanence, etc. Derrière, ils utilisent beaucoup de systèmes de filtration, effectivement, et notamment ceux de Pentair. Ils travaillent aussi en pisciculture pour la qualité de l'eau, etc. Mais donc leur métier, c'est de s'assurer que l'eau qui est utilisée dans tous ces produits-là est de bonne facture et de bonne qualité. Donc effectivement, pour le faire, ils ont des membranes de filtration dans tous ces systèmes-là. Et ils avaient un énorme problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à savoir quand est-ce que les membranes en fait, étaient utilisées et quand est-ce qu'il fallait les changer. Ce qui avait un impact fort, puis ça coûte très très cher comme membrane. Et potentiellement, s'il y en a une qui tombe avant qu'ils s'en soient rendus compte, ça peut potentiellement avoir un impact sur la production entière d'une bière ou quoi que ce soit. Donc ce qu'ils ont fait, eux, c'est effectivement, ils avaient des capteurs dans leur système. Et donc ils remontent aujourd'hui l'information en temps réel, donc de tout ce qui est tous leurs capteurs, etc. Dans un outil qu'on appelle Sitewise chez nous, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est un outil qui est dédié à l'ingestion de données industrielles. Et de ces données-là, ils ont fait un modèle de maintenance prédictive. Donc ils ont développé leur propre modèle en disant, bah voilà, on sait que cette machine-là est tombée en panne à ce moment-là, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont leur propre modèle de maintenance prédictive. Et une fois qu'il avait été entraîné, ils l'ont redéployé directement sur les machines. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant pour eux. Ils arrivent à avoir des machines qui automatiquement préviennent les opérateurs en disant dans X semaines, X jours, je vais tomber en panne. Et il n'y a pas besoin d'internet, hein, tout est fait en edge. Si c'est déconnecté, il n'y a aucun souci. Les sites de pisciculture en général, par exemple, sont des sites qui sont assez remote, il n'y a pas forcément tout le temps internet. Et donc aujourd'hui, tout ça peut être fait en edge une fois qu'effectivement le modèle a été entraîné. Donc voilà, je voulais montrer un petit peu ce cas d'usage, c'est un peu différent, mais c'est intéressant un peu de voir un petit peu ce qu'il est capable de faire, ce qu'on peut faire avec des services comme ce genre de choses. Et enfin, le dernier cas d'usage que je voulais montrer avant de passer la parole à David, c'est un de nos clients, un de nos gros clients historiques sur la partie industrielle IoT, donc, que vous connaissez sûrement tous, hein, le groupe Volkswagen. Donc eux, c'est extrêmement intéressant leur approche. Ils se sont arrivés chez AWS en disant on veut optimiser notre efficacité de production et notre productivité de 30% dans les 5 ans, en utilisant des services cloud, etc. Donc c'est des targets qui sont assez agressifs, hein, c'est pas simple à faire. Et donc en fait, leur idée, c'est d'arriver avec tous les problèmes qu'ils rencontraient dans les usines. Ils utilisaient trop d'eau, trop de métal, ils dépensaient beaucoup trop de choses, et d'arriver à en faire un peu un bénéfice pour eux. Et donc ce qu'ils ont fait, et donc on les a aidés à ça, c'est qu'ils ont déployé ce qu'on appelle, c'est ce qu'eux ils appellent une Digital Production Platform. Alors je suis désolé pour l'accent anglais, mais l'idée c'est de vraiment faire une plateforme cloud où ils vont en fait ingérer toutes les données de leurs machines. Ils ont plus de 10 millions de machines dans le monde, et donc ça va être de la donnée d'événements, ça va être de la donnée effectivement de machines-outils, ça va être de l'image, de la vidéo, etc. Et ils vont ingérer toutes ces données-là dans leur plateforme, et grâce aux outils AWS, calculer des choses comme l'OII, qui est effectivement comment va mon entreprise, mon usine, comment on peut optimiser en fait les micro-coupures d'une ligne de production, etc. Donc là aujourd'hui en fait on les aide ils ont plein d'usines différentes, mais par contre ils vont connecter de la même manière toutes leurs machines pour avoir des chiffres qui soient cohérents et qui puissent comparer entre toutes les usines. Donc voilà, ça c'est intéressant pour eux. Et effectivement, une fois qu'ils ont toutes ces données, travailler sur d'autres cas d'usage. J'ai cité tout à l'heure la maintenance prédictive par exemple. C'est des gros cas d'usage pour eux, vu le nombre de machines différentes qu'ils ont. Ils peuvent pas développer un modèle par machine, etc. Donc ils travaillent avec des services AWS pour faire ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'était le dernier cas d'usage que je voulais parler. Donc je te laisse la parole, David. Et donc peut-être pour l'intro, on voulait vous présenter un cas client concret, parce que là on a présenté des slides. Là on va vous présenter un cas client qu'on est en train de développer actuellement. Pas vous dire le nom, mais dans le secteur de l'énergie. Voilà, exactement. Donc malheureusement, je ne peux pas vous révéler le nom du client parce que je n'en ai pas le droit. Le parti pris pour cette deuxième partie de la présentation, c'est de rentrer un petit peu dans le domaine technique et de présenter quelques services de la plateforme, et les services BAT de la plateforme, donc un sous-ensemble de la plateforme générale. Le client, c'est un client dans le domaine de l'énergie. Et l'objectif, c'est de gérer tout le parc des appareils de collecte de l'énergie. C'est important que la donnée soit sécurisée, qu'elle arrive à bon port, puisqu'elle représente
Elle représente la facturation pour cette entreprise. Je vais vous présenter l'implémentation de certains services en partant du cas d'usage du client, puisque tu peux y aller. Les questions que se posent les clients sont les suivantes. Comment je fais pour choisir le service qui va correspondre à mon besoin? Il y a tellement de services chez AWS qu'on a choisi de partir d'abord du cas d'usage. Alors, pour ce premier cas d'usage, l'appareil, c'est un appareil de collecte. Et le premier cas d'usage, c'est de récupérer la donnée de télémétrie pour l'afficher, pour la stocker, l'afficher et la fournir à une application tierce qui va la gérer et permettre de réaliser la facturation. L'application tiers, c'est une application qui va gérer de la donnée à partir d'un client Kafka. Et nous avons besoin d'envoyer de la donnée sur ce client Kafka. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir de créer une première route, un chemin de transition de tous les flux des appareils connectés vers ce Kafka en passant par le broker MQTT, donc le serveur de messagerie de IoT Core, qui fonctionne sur un mode de publication-souscription. En gros, c'est un service sur lequel on publie des messages et les intéressés sont abonnés à ces sortes de boîtes aux lettres et les intéressés reçoivent les données sur ces boîtes aux lettres. Cette donnée de télémétrie, elle est, je reste sur la télémétrie, on a besoin de la transformer avant de la stocker ou avant de la fournir à l'application tierce. On a besoin d'ajouter par exemple des données de température, pourquoi pas. Et pour cela, on va utiliser un autre service qui s'appelle Lambda. Le broker va automatiquement router les données sur ce fil de télémétrie vers un service qui s'appelle Lambda et qui va modifier, qui va enrichir les données. On les stocke systématiquement. On les stocke sur, par exemple, un espace de stockage S3 qui est en haut, représenté en vert. Les données vont être disponibles immédiatement et puis avec des politiques de rétention différentes politiques de rétention de données, on peut faire router ces données qui sont stockées sur S3 vers un espace de stockage plus adapté à la rétention de données à vraiment plus long terme. Donc là, on va avoir un peu moins de disponibilité des données, mais on va optimiser les coûts pour le client. Et par ailleurs, en parallèle, cette route va envoyer les données en temps réel sur l'application tierce. Maintenant, je passe à un autre type de données. Donc, un autre type de cas d'usage, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je fais pour gérer les événements qui peuvent survenir sur mes appareils connectés? Un problème d'alimentation, un problème de température, un problème, voilà, j'ai pas réussi à collecter la donnée, j'ai besoin d'émettre un événement. Donc on peut tout de suite imaginer construire une route différente dédiée à la gestion de ces événements. Donc le broker va permettre de créer une sorte de boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est voilà, quand un événement survient, on publie un message sur la boîte aux lettres dédiée. Et toujours de la même façon, on a besoin d'enrichir ces événements avec un contexte, de les stocker à court terme et à moyen terme, voire plus long terme, sur un espace qui s'appelle S3 Glacier. Vas-y. Et en même temps, on a besoin de savoir ce qui se passe en temps réel. On a plusieurs. Probablement que le client a besoin de stocker, d'avoir une notification par un moyen quelconque d'un événement qui survient sur un parc d'appareils connectés ou sur un appareil seul. Et pour ça, on peut utiliser un service
qui s'appelle CloudWatch, qui est un service d'ingestion de logs de toute l'infrastructure, qui lui-même va presque automatiquement, mais qui est prévu en tout cas pour stocker ces données facilement sur cet espace S3, puis les stocker à long terme, mais envoyer également, en fonction du contenu du message véhiculé sur ce canal de transmission d'événements, eh bien, générer des alertes. Et on peut générer ces alertes au moyen d'un service qui s'appelle SNS, donc Simple Notification Service, qui peut générer une alerte sur une boîte mail, sur un SMS, sur une autre application tierce. Vas-y. Un autre cas d'usage, c'est que eh bien, ces appareils connectés peuvent avoir besoin régulièrement d'envoyer toute une série de données historiques ou de données de défauts qui peuvent survenir en interne, mais qui n'ont pas besoin de générer un événement standard ou un événement critique. Par exemple, l'appareil peut avoir besoin de journaliser, d'historiser toutes ces données toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et pour cela, on crée un flux de contrôle dédié qui va, de la même façon, pousser toutes ces données au travers d'une fonction qui permet d'enrichir les données et vers un entrepôt de stockage. Alors évidemment, j'ai oublié d'ajouter un service qui aurait été pertinent là. C'est le service, un service qui permet d'emmagasiner les données avant de les stocker et les organiser sur S3, qui s'appelle Kinesis, qu'on aurait mis entre une lambda et le S3. Enfin, Anthony vous a parlé des shadows. Et pour ces shadows, on a des flux de contrôle dédiés qui permettent de paramétrer, de commander et d'effectuer tout un ensemble d'actions sur ces appareils qui sont connectés mais pas toujours connectés. Donc lorsque l'appareil se réveille, il va venir consulter l'état que la plateforme souhaite qu'il ait. Par exemple, ça peut être passe du statut en veille ou modifier la fréquence de ses veilles et de ses réveils. Vas-y. Alors maintenant, je vais rentrer un tout petit peu plus dans la technique, où je fais un zoom sur la partie gauche du slide, de la slide précédente, et je fais un zoom sur le broker MQTT en lui-même. Alors comment ça se passe ? C'est quoi un flux de contrôle ? C'est quoi une route en fait ? Une route, on peut la voir comme une adresse, comme une URL. Elles sont construites en partant eh bien d'une caractérisation générique du flux de contrôle. Donc par exemple, la caractérisation, c'est mon entreprise. Mon entreprise, à quelle application je m'intéresse, quelle zone géographique, pourquoi pas, quel type d'appareil connecté, puisqu'il peut y avoir différents types, différents fournisseurs. Et puis systématiquement, cette route, elle va contenir un identifiant unique de l'appareil, ce qui va permettre de construire un ensemble de routes dédiées à chaque appareil embarqué, à chaque appareil connecté. Pourquoi faire ça ? Parce que le broker nous offre cette possibilité de construire un très grand nombre de routes, de commencer à filtrer la donnée dès le départ de l'appareil connecté et cela sans avoir besoin de s'inquiéter de la scalabilité du broker, puisqu'il est censé être élastique, hautement disponible. Donc on peut construire des dizaines de milliers de routes. Si on a une centaine, 100 000 appareils connectés, par exemple, on peut construire environ, très très simplement, une vingtaine de routes par appareil. Alors, chaque route, par exemple, la première, celle du dessus, entreprise, application, modèle, ID, télémétrie, et la route télémétrie dédiée à un appareil embarqué, qui arrive sur un topic MQTT
automatiquement, cette route est connectée à un service qui permet de construire des règles d'orientation de la donnée vers tout un ensemble de services, automatiquement vers, par exemple, S3. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Le IoT Topic, lui, c'est le réceptacle, c'est la boîte aux lettres, qu'il va systématiquement transmettre le contenu du message vers une règle, IoT Rule, et cette règle peut analyser, pourquoi pas, une partie du contenu du message, peut venir récupérer des informations sur l'identité, enfin les caractéristiques de l'appareil connecté qui transmet le message, et puis de router l'information vers le bon service. En bas, on a une route automatique qui commence par $AWS. Donc ça, ce sont des routes qui sont construites automatiquement par les services de AWS et qui routent automatiquement les contenus des messages, par exemple, vers le shadow de l'appareil. Donc lorsque, pour cet exemple, l'appareil veut reporter un état, par exemple, l'appareil va vouloir reporter un état qui va, un état par exemple de la tension batterie. Si c'est un appareil connecté, voilà, j'ai ma tension batterie est de 2,9 volts, donc je reporte un état et l'infrastructure va pouvoir prendre des décisions sur cette information qui peut être intéressante, voire capitale, pour provoquer une action sur cet appareil. Alors, après, une étape importante qui est liée à la connectivité, c'est la sécurité des appareils. On va commencer par le provisionnement. Dans l'industrie, on a plusieurs façons de faire du provisionnement. Dans ce cas concret, la façon qui a été choisie, c'est de construire pour chaque appareil, pour chaque appareil collecteur, un secret. Donc un secret, c'est une paire de clés privées et publiques. Le secret étant la clé privée, bien évidemment. Un secret associé à une identité unique de l'appareil. Le fabricant de matériel peut générer une liste de couples d'appareils et de clés publiques que l'on va, au travers d'un processus sécurisé, venir écrire stocker sur la plateforme dans un environnement sécurisé, par exemple comme KMS. Et ça va nous permettre, lors de la première connexion de l'appareil, de le reconnaître. Une fois qu'on a réalisé le provisionnement des appareils pour ce client, eh bien, il s'agit d'enrôler les appareils un à un ou en flotte. Là, le cahier des charges, c'est d'être capable d'enrôler plusieurs dizaines de milliers d'appareils simultanément. Techniquement, comment ça se passe? L'appareil se réveille, il dit coucou, je viens de naître, je construis, il construit à partir de son secret, donc de sa clé privée, une demande de certificat, puisqu'il va avoir besoin d'un certificat pour les futures connexions. Donc la demande de certificat, c'est ce qu'on appelle la CSR. Je fais un peu plus de technique. Et comment est-ce qu'on va pouvoir permettre cette première connexion d'un appareil qui, pour l'instant, n'est pas censé exister? Il y a plusieurs façons de le faire sur la plateforme. Donc il y a des façons de le faire qui sont fournies par AWS nativement, des façons de faire qui sont organisées, mais selon le cas, selon le besoin du client, on a une autre façon de faire qui est une façon de faire custom. Donc là, c'était le cas, on a choisi d'avoir le client avait sa propre façon de connecter les appareils. Donc c'est tout simplement une première authentification sur un port dédié avec un login mot de passe. Mais ça peut sembler être une façon de faire peut-être un peu désuète, mais le port est dédié. L'appareil, de toute façon, si c'est un appareil qui n'est pas autorisé, il n'a aucun droit
sur la plateforme, puisque on a déjà prévu la façon avec laquelle il va se connecter. L'appareil se connecte, on le reconnaît. On le reconnaît et au travers d'un service AWS qui va permettre de construire un certificat pour cet appareil, ou alors au travers de la PKI du client. Donc la PKI du client, c'est la chaîne d'infrastructures à clé publique, privée du client, avec l'ensemble de ses son arborescence de certificats, sa façon de gérer, sa façon de gérer de la cybersécurité. On va pouvoir récupérer, à l'aide de cette CSR, donc cette demande de certificat, un certificat si l'appareil est reconnu. On diffuse le certificat dans le format approprié, donc là c'est un format X509 largement utilisé et préconisé, vers l'appareil, et là l'appareil se reconnecte sur un autre port pour émettre ses premières données. Par la suite, alors la plateforme, pour ce client, une chose qui est importante, c'est la sécurité de la plateforme. Rien ne doit être, aucune donnée ne doit être compromise. Donc nous avons commencé à mettre en place, c'est un projet qui est en cours, tout un ensemble de services dédiés à la cybersécurité. Le premier, c'est celui qui est en haut en vert, dont Anthony vous a parlé tout à l'heure, c'est AWS IoT Device Defender, qui va permettre de déterminer des comportements inappropriés. Là, on a tout un langage qui va permettre de construire ces comportements et d'exclure, de prendre une décision si un tel comportement est détecté. On a également d'autres services, un service central, donc le service IAM, qui est le service de gestion et d'authentification de l'ensemble des ressources, donc ressources numériques ou humaines ou autres sur la plateforme, et qui est lié avec un service qui s'appelle Cognito, qui lui va permettre de gérer les identités. Donc une identité, c'est une ressource ou un utilisateur, qui va permettre également de gérer l'authentification. Et là, on va gérer l'authentification au travers de l'outil d'authentification du client en permanence. On a tout un ensemble également d'icônes en bas. Donc l'icône en bas à gauche qui est rose et les trois autres icônes qui sont rouges qui représentent certains services. Il y en a beaucoup d'autres, mais certains services liés à la sécurité sur la plateforme. Donc ces services, par exemple CloudTrail, va permettre de capter, d'enregistrer toutes les actions qui sont faites sur la plateforme. Donc on va pouvoir enregistrer tous les événements qui se produisent entre les services, tous les événements qui sont liés aux utilisateurs qui se connectent sur la plateforme, de pouvoir les lier entre eux et de pouvoir émettre des rapports. Les trois autres services comme Guard, WAF ou d'autres services permettent de s'affranchir des attaques en DDoS par exemple, d'établir des pare-feux puisqu'il y a un front, il y a plusieurs fronts pour les utilisateurs de la plateforme, de surveiller la plateforme en permanence, de surveiller les tentatives de connexion illicites, etc., etc. Et vous avez également des services avec des équipes dédiées à AWS qui permettent d'intervenir et d'organiser des actions qui sont liées à une attaque. Alors, j'ai presque terminé. Je crois que j'ai terminé après ce slide. Ouais, c'est le dernier slide. Alors, je m'intéresse juste à une petite partie sur le device management. On peut faire beaucoup de choses sur la plateforme. Et donc là, à gauche, vous avez la représentation d'un objet, donc un objet numérique, qui a des caractéristiques propres à cet objet, des caractéristiques qui sont immuables. Par exemple, son numéro de série. Lorsque l'on va créer un objet, automatiquement, on peut lui attribuer un numéro de série, un modèle, par exemple une version de carte électronique, une version de PCB. Et puis, on a des attributs également qui vont évoluer, bouger tout au long de la vie de l'objet.
ce sont des attributs que l'on va retrouver par exemple dans le shadow. On n'est pas obligé d'utiliser le shadow, mais là c'est un choix qui a été fait. Sur cette partie en bas à gauche, vous avez, si vous réussissez à lire, deux états, l'état désiré et l'état reporté. L'état désiré, c'est l'état que la plateforme souhaite communiquer vers l'objet, et l'état reporté, c'est le dernier état que l'objet a reporté vers la plateforme, donc le dernier état connu. C'est toute cette, franchement, cette puissance de ce service qui permet d'avoir le dernier état connu et de désynchroniser au maximum, de découpler au maximum une partie des services de la plateforme. Alors, tous ces objets qui sont représentés dans le bloc d'appareils rouges, eh bien, on va pouvoir les trier en, par exemple, construisant une requête d'accès à une base de données, par exemple avec un langage à la SQL, où là, j'ai choisi de sélectionner une partie de la flotte, la partie de la flotte dont la batterie est supérieure à 3 volts ou 3,4 volts, qui a une version de logiciel égale à, par exemple, à 13. Et pourquoi est-ce que je veux sélectionner cette flotte? Parce que j'ai envie de faire la mise à jour du firmware automatique par vague. Et donc, je construis un groupe dynamique de ces objets. Et là, je récupère tous les objets qui sont en bleu à droite et je vais pouvoir prendre une décision, les mettre à jour, et avoir une stratégie de mise à jour de ces objets. Donc ça, c'est un exemple un peu concret de ce que l'on peut faire avec la plateforme. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ou Ouais, apparemment on a le temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors du coup, à la gauche, enfin à votre droite. Oui, je voulais savoir un peu plus d'informations sur le coût et comment calculer les coûts, parce que c'est vrai que sur Amazon, il y a toute cette tarification qui est un peu particulière et qui n'est pas forfaitaire. Et il y a toujours une question, enfin, nous on installe des solutions, on développe des solutions, on peut mettre en place des services Amazon. Et du coup, la problématique de coût, pour l'expliquer au client, c'est assez particulier. Il ne sait jamais à la fin combien ça va lui coûter et tout ça. Voilà. Ouais. Alors, c'est une super question. Alors, effectivement, chez AWS, on a un système de paiement à la consommation. Service IoT, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, nous, on a un tarif qui est au million de messages ingérés par la plateforme. Donc, je crois, il me semble, c'est $1 le million de messages ingérés. Donc, c'est assez faible. Et donc, après, effectivement, donc vous payez uniquement ce que vous utilisez. Donc, si demain, la plateforme, vous voulez l'éteindre, vous pouvez très bien et vous ne paierez que ce que vous avez utilisé. Donc après, ce qui est compliqué, c'est l'estimation, et je suis entièrement d'accord. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un calculateur en ligne. On tape calculateur AWS sur Google, et vous allez tomber effectivement sur le calculateur dédié au service IoT. Et donc là, c'est là où vous allez pouvoir mettre, j'ai 10 000 devices, ils vont envoyer 1000 messages dans la journée. On va utiliser les shadows, on ne va pas utiliser les shadows, on va mettre des règles. Voilà. Et donc c'est là, lui, qui va vous estimer le prix que ça va coûter en fonction de vos messages, etc. Et le problème, c'est pas, dans l'IoT, c'est pas uniquement AWS, c'est qu'effectivement, on a du mal à se projeter sur combien de messages on va utiliser, etc. Donc, nous, de notre côté, effectivement, c'est pas si simple, mais on arrive à être assez précis quand même. Pour estimer ce qu'on appelle, nous, un ARPU, donc un revenu, un coût en tout cas par device, on arrive à être assez précis. Surtout sur nos clients qui ont 10 millions de devices, ils veulent que ça soit quand même assez précis parce que l'impact est quand même assez important. Donc c'est là où donc je ne suis pas tout seul, hein, on travaille avec des architectes qui sont dédiés à l'IoT et qui vont justement avec le client finement estimer combien vont coûter ce service, ce service, ce service. Et on est même capable d'ailleurs d'expliquer au client, c'est mieux d'utiliser ce service parce qu'il coûte moins cher. On va même des fois changer les archis parce que c'est plus intéressant en termes de coût, hein, clairement. Voilà. Et nous, chez AWS, nos SA sont même... on va dire, encourager à ce que le client paye le moins possible. Donc c'est super important. Donc, voilà. Mais pour l'estimation, on a des calculateurs en ligne, tous les prix sont publics et c'est uniquement à la consommation. Après, voilà, ça entraîne des complexités vu que c'est en fonction de ce qu'on consomme. Oui, bonjour. Je voudrais savoir justement combien de temps ça vous avait pris pour développer cette plateforme IoT pour votre client et s'il en était propriétaire à la fin, pour pouvoir administrer son back-end et autres. Alors la plateforme est encore en cours d'implémentation, mais on arrive très facilement à des résultats au bout de quelques semaines.
Le client peut choisir de faire infogérer sa plateforme. Là, c'est nos services qui infogérons la plateforme du client, mais on prévoit systématiquement de transférer l'infogérance au client, de le former. On a le moyen, en tout cas, très facilement, de lui transmettre le contenu du compte. Et en ce qui nous concerne, tout ce que nous faisons appartient à notre client. Il en est propriétaire. On lui fournit de toute façon l'intégralité du code source de la plateforme, donc sous la forme de script Terraform par exemple. En général, ça dépend vraiment des clients, ça dépend vraiment de leur maturité sur ce type de projet. On a vraiment tous les cas de figure. En tout cas, ce client souhaite à terme infogérer la plateforme, donc ça c'est possible. D'autres clients ne souhaitent pas du tout l'infogérer parce qu'ils n'ont pas de système de SI, de DSI, et même s'ils ont une DSI, c'est quand même un métier qui est à part. On va plutôt le rapprocher du métier de Ops et DevOps. Voilà. En tout cas, pour infogérer une telle plateforme, 2 à 3 personnes suffisent amplement. Pas d'autres questions, on est bon? Eh ben super, en plus on est bon niveau timing, tout est beau. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde et puis écoutez, à bientôt. Et si vous avez d'autres questions, on est juste à côté au stand Smile. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.